Mesdames et messieurs, merci infiniment de votre présence. Je vous laisse quelques instants avant la discussion qui suit ce film, et j'en profite pour accueillir nos deux invités. Je vous en prie, vous pouvez prendre place en attendant d'être connecté avec Shorakat, qui devrait nous rejoindre en ligne. Alors, Sevinch Samadzadeh, je vous en prie, prenez place. Et Viken Cheterian. Merci beaucoup. Je vous propose de commencer par vous présenter. Peut-être d'abord la réalisatrice que vous verrez sur l'écran, et nous avons un retour ici, donc eh bien la voilà. Bienvenue. Shorakat, bienvenue. Bienvenue avec nous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Vous m'entendez ? I can. Can you hear me? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Can you hear me? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. Okay. Oui, je vous entends. Je vais profiter pour vous présenter immédiatement, comme chacun de nos invités, avant de lancer nos échanges. Alors, Shorakat Vartanian est née à Yerevan, en Arménie, et elle a débuté une carrière de musicienne, tout comme son frère Soromon, avant de réaliser le film documentaire que nous venons de découvrir. Il s'agit de son tout premier film qui a déjà été primé de nombreuses fois. Il a été, vous l'avez compris, tourné sur 2 ans. C'est le passage des saisons dans le film qui le signifie d'une certaine manière. Quelques jours, 12 jours de mémoire après la disparition de son frère, et vous l'avez compris aussi, les images sont intégralement filmées depuis son téléphone portable. Alors nous accueillons également Sevinch Samadzadeh, qui est doctorante à l'université de Gand en Belgique. Elle est chercheuse et activiste féministe dans le domaine des relations internationales, et elle porte un intérêt tout particulier à la géopolitique post-soviétique et à la région du Caucase Sud. Elle a eu l'occasion de travailler sur le conflit du Haut-Karabakh, et elle met en œuvre l'éducation au genre et à la paix dans l'ensemble de la région. Bienvenue avec nous. Et puis Viken Cheterian, que j'ai également le plaisir d'accueillir, et qui est journaliste et universitaire ici à Genève, un expert de conflits armés. Ses travaux portent sur la violence, sur les guerres, mais aussi sur la résolution des conflits. Viken est un spécialiste de la région post-soviétique également, ainsi que du Moyen-Orient. Et c'est aussi, je dois le dire, un grand connaisseur du terrain et de la région du Caucase tout particulièrement. Il a beaucoup publié sur le conflit du Haut-Karabakh. Alors merci à tous les trois de votre disponibilité et de votre présence avec nous ce soir pour accompagner ce film. Vous l'avez vu, extrêmement, on peut dire, intense, tout en étant très épuré, extrêmement riche aussi. Nous n'aurons certainement pas le temps d'aborder les multifacettes que nous offrent ces images, mais je vous propose de lancer un échange déjà entre nous, avec Shorakat bien sûr. Je m'adresserai d'abord à vous, Shorakat, et puis vous aurez également la parole. Et je tiens à préciser qu'un temps sera dédié ensuite pour un échange avec le public. Alors, avant toute chose, Shorakat, vous avez, je disais, commencé à filmer très rapidement après la disparition de votre frère Soromon, 12 jours. Et on a bien compris
le sentiment de nécessité et d'urgence derrière votre geste filmique. Et je pense que je ne suis pas la seule à m'être demandé finalement quelle était votre intention initiale, c'est-à-dire au moment de choisir de filmer. Est-ce que vous aviez pour intention exclusive de documenter, de nourrir en fait des archives familiales finalement, ou est-ce que vous aviez déjà à l'esprit le potentiel d'un futur film qui circulerait dans un espace qui dépasse la sphère privée, familiale et peut-être un espace au-delà même de la région? Merci pour la question. Je voudrais d'abord remercier le FIFDH pour avoir montré mon film et m'avoir invité à la discussion. Et je veux remercier aussi Viken et Sevinch parce que cette discussion sur Artsakh est très importante pour moi. Pour répondre à votre question, au moment où j'ai commencé à faire ce film, j'étais coincée, je n'arrivais plus à m'exprimer par la musique ou par les mots. Donc, c'est là que le fait de filmer est apparu. Et à ce moment-là, j'ai aussi commencé à prendre des cours de journaliste parce que j'étais dans cette espèce de crise existentielle et j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Et quand mon frère a disparu, je n'arrivais plus à me concentrer sur mes cours. Donc, mon enseignant de journalisme online m'a donné un téléphone pour filmer et de me filmer dans mon questionnement de comment trouver mon frère. Personne ne pensait que ça allait devenir un film parce que à l'école, on n'étudiait pas le cinéma. Et puis, on s'attendait à ce que mon frère revienne. Mais le troisième jour, quand j'ai compris ce que j'allais filmer, qui j'allais filmer chaque jour, je comprenais de plus en plus ce que j'allais filmer. Et à un certain moment, peut-être après 5 jours, j'ai eu ce sentiment terrible que mon frère ne rentrerait peut-être pas à la maison. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir une relation, à prendre très sérieusement l'idée de filmer tout ça et à me dire que ça deviendrait peut-être un film. Vous n'avez pas de formation cinématographique, donc on voit vraiment là votre regard premier, pur, vierge de toute méthodologie ou de tout ancrage en fait de formation. Et dans ce contexte-là, moi, ce qui m'a saisi, c'est le rôle et l'importance de l'objet téléphone. Le téléphone comme objet vraiment omniprésent, qui ne nous lâche pas en réalité, qui ne vous lâche pas, qui n'est pas lâché non plus, y compris pour habiter le lit. Et c'est un objet qui a plusieurs fonctions. Alors, bien sûr, d'abord, c'est le seul canal de communication et d'espoir relativement à votre frère Soromon, dont vous attendez et dont nous attendons aussi avec vous le retour ou à défaut au moins des nouvelles. Et puis, évidemment, ce téléphone, c'est votre caméra, donc c'est votre regard, mais y compris votre regard sur vous-même parce qu'on vous voit entrer et sortir du cadre régulièrement, parfois même de face. Et vous regardez cette caméra qui est la vôtre. Et puis cet objet téléphone devient petit à petit un personnage. Ça a été mon sentiment en tout cas. On verra dans les réactions du public ou de nos invités, un personnage en soi qui prend de plus en plus de place. Et puis à qui on s'adresse en fait? On s'adresse à ce téléphone caméra que l'on situe dans l'espace, que vous commentez, dont on ne nie pas la présence dans l'absence. Il est là, on y fait référence, votre père vous oriente aussi sur la manière de le placer, vous demandez à votre maman de sortir du cadre parce qu'il y a le téléphone. Et puis enfin une chose qui m'a... Vous voyez, en fait, ça m'émeut quand je vous dis ça,
parce que l'autre fonction que j'ai sentie très très fort, et je serais très heureuse de vous entendre aussi là-dessus, c'est que cet objet téléphone, eh bien c'est notre regard à nous. Sauf que c'est un regard qui est empreint d'un certain inconfort. Parce que, en tout cas, pour ma part, je ne sais pas ce que vous avez ressenti aussi de votre côté, mais je me sentais voyeuriste. Il y a une forme de voyeurisme à entrer dans une intimité très forte, très profonde, que l'on n'est pas censé voir, en fait, qui ne nous est pas donné à voir, en règle générale. Ce qui est frappant, c'est d'entrer dans cette intimité. J'avais noté les mots de votre père, de cette torture qui tue. En fait, l'attente comme une torture qui tue. Ce sont ces mots. Et alors, nécessairement, on peut se demander aussi quelle a été la réaction de vos parents que vous suivez, dont vous captez quasiment tout, y compris dans des moments d'une grande violence, y compris dans un moment de deuil qui commence, y compris dans l'angoisse. Et je pense qu'il serait intéressant pour nous de savoir quel a été le rapport de vos parents à cet objet téléphone et à vous, peut-être même que leur réaction a évolué dans le temps. Comment ont-ils réagi? Comment se sont-ils laissés filmer? Est-ce qu'il y a eu des réticences? Ou est-ce que cet objet téléphone est devenu un membre de la famille? Vous voyez le téléphone comme un personnage parce que je pense qu'une des raisons est que je ne suis pas professionnelle comme réalisatrice. Donc, de façon très naïve, je filme et ça devient le meilleur moyen de raconter cette histoire. Et oui, bien sûr, si j'avais une caméra, ça aurait été plus difficile de capturer ces moments très intimes. Mais par exemple, on voit cette scène où je demande à ma mère de ne pas venir parce qu'il y a une caméra. C'est parce qu'elle, pendant longtemps, elle ne m'a pas donné l'autorisation de la filmer. Donc je savais que si elle voyait tout d'un coup qu'il y avait une caméra, elle m'obligerait à effacer les images que je filme. Elle ne m'a pas laissé filmer pendant longtemps. Et après, elle a commencé à me laisser filmer. Et mon père, à un certain moment, il était fâché contre moi quand c'est devenu de plus en plus difficile, quand le temps a un peu passé et que les nouvelles n'étaient pas bonnes, qu'on n'avait pas de bonnes nouvelles. Et quand il commençait à être fâché, j'arrêtais de filmer et j'attendais que ça aille de nouveau bien, qu'il soit de nouveau d'accord, que je continue à filmer. Au début, ils n'étaient pas très d'accord avec cette caméra. Mon père disait, des fois en plaisantant, il me demandait, est-ce que tu es un journaliste? Pourquoi est-ce que tu arrêtes pas de nous suivre avec cette caméra? Mais après, quand c'est devenu très difficile émotionnellement, ils ont commencé à ne plus remarquer la caméra, sauf pendant ces moments où mon père se fâchait. Ont-ils vu le film? Ont-ils accepté de voir le film une fois monté et exposé en réalité au public? Ma mère avait vu des images avant le montage, mais elle m'a montré le film final, mais je ne voulais pas le lui donner, mais évidemment, je lui ai montré. Mon père a vu seulement des images avant le montage, il n'a pas voulu voir le film terminé. Il ne m'a pas demandé. Merci beaucoup. Et vous-même, la première fois que vous avez vu en fait vos archives finalement, ce témoignage, ce regard très très singulier d'une non-professionnelle, comme vous dites, ce qui fait d'ailleurs la richesse de ces images. Quel a été votre sentiment en découvrant l'objet fini et prêt à être soumis au regard d'un public qui dépasse vos proches?
Est-ce que vous me demandez comment c'était pour moi de... Non, de découvrir vous-même votre travail une fois abouti, c'est-à-dire après le montage et l'objet qui va être présenté en réalité dans les festivals et dans d'autres sphères. Je crois que le processus de montage était tellement difficile parce que j'ai dû regarder et regarder encore des centaines d'heures de matériel et c'était très difficile parce que je devais voir tout ce que nous avions dû subir. Donc ça m'a mis beaucoup de temps de me dire que ça devenait un film. Parfois, j'avais l'impression qu'il y avait deux personnes à l'intérieur de moi qui faisais partie de cette famille, et moi, le réalisateur du film. Et parfois, il y avait une sorte de lutte, mais j'essayais tout le temps de faire en sorte que la réalisatrice gagne. Et quand le film était déjà prêt et que j'ai dû le donner pour le montrer publiquement, j'étais prête. Mais je comprenais j'ai senti après la deuxième fois qu'il a été montré, j'ai compris que ce film ne m'appartenait plus. C'est intéressant, je propose de faire une transition avec cette idée que finalement, on voit bien qu'au travers de la micro-histoire qui s'inscrit dans votre famille, ces images nous parlent de la macro-histoire, mais sans nous la montrer. Parce que la guerre, les armes, la politique se situent en quelque sorte au creux. J'ai eu cette impression-là, au creux des gestes, au creux des regards, au creux des mains de votre père, qui sont extrêmement présentes, extrêmement porteuses. Et je me demandais, Viken, j'ai repensé à vos mots, parce qu'on a eu un échange après avoir découvert le film. Et dans notre échange, j'ai noté que vous m'avez dit avoir été très frappé par le choix filmique très fort de Soragat de montrer l'intime sans montrer la guerre et d'en parler au travers de cet intime-là. Donc, en réalité, d'une manière très pudique, même si les images sont très crues, mais cette pudeur de parler de la guerre de cette manière-là. Et je voudrais bien vous entendre sur la contextualisation de ces images, la contextualisation politique, et en particulier ce qui se joue autour des déclarations et donc des mots de Nikol Pachinian, donc le Premier ministre arménien. Souvenez-vous, ce texte officiel que lit Soragat au milieu de la nuit et dans le lit de ses parents, une fois de plus, et qui marque, je crois, un tournant. Et c'est vraiment un moment pivot, cette déclaration de Pachinian, mais pas seulement dans le film, mais à l'échelle historique, à l'échelle du conflit du Haut-Karabakh. Qu'est-ce que vous souhaiteriez nous dire pour introduire le politique dans ces images de la sphère privée? Oui, c'est intéressant de voir comment les symboles défilent à travers le film. On commence avec le père de Soragat. Au début, il parle de la nation, de sacrifice. Donc on est dans un certain discours, certain symbolisme. On a aussi, au début du film, des images projetées aux télévisions nationales, j'imagine, des images, des vidéos de Deuxième Guerre mondiale avec Général Bagramian. Donc là, c'est le symbolisme soviétique qui est avec nous, présent. Avec Pachinian, c'est encore une fois le discours de la nation. Mais aussi, avec le temps, on fait une transition vers d'autres types de symbolisme plutôt religieux, et c'est intéressant de voir ces différents références idéologiques
qui nous amène vers l'incertitude, la déstabilisation des normes établies en Arménie post-soviétique au moment de la guerre et surtout après la défaite. Donc le désarroi dans lequel se trouve aujourd'hui la société arménienne, c'est très clairement exprimé dans le film. Et, je repensais aussi à cette image, on en avait parlé, de la maison qui abrite la famille et qui est, en fait, on ne sait pas trop, en construction, en tout cas qui donne le sentiment d'un projet, d'une architecture non terminée. Alors, in progress, ou en suspens, ou totalement interrompu. Et en tout cas, avec ce sentiment d'un inachèvement. Et je me demandais si vous auriez une lecture politique de ce symbole vraiment intéressant de l'inachèvement. Oui, tout à fait. Quand j'ai visité l'espace post-soviétique quelques semaines après l'effondrement de l'Union soviétique, d'abord Moscou, ensuite Yerevan, j'avais l'impression que l'Union soviétique était un projet non terminé. Déjà avec l'architecture, déjà avec plein des projets dans les banlieues de Yerevan non terminés. Et pour moi, c'était au niveau symbolique ce projet socialiste de l'Union soviétique qui n'était jamais abouti. Mais aussi la maison, quand j'ai vu le film La maison de Shoragat et sa famille, pour moi, c'était aussi l'histoire de l'Arménie indépendante, un projet non terminé, un projet sur lequel on travaille encore aujourd'hui, mais la finalité, c'est pas très clair, c'est pas bien défini, c'est un peu chaotique, anarchique, et tout à fait. Et on peut aussi dire aujourd'hui les idées sur lesquelles le mouvement de l'indépendance était basé aujourd'hui sont mises en question. Donc je pense l'intérieur de la maison au niveau symbolique exprime ça très fortement. Absolument. Et Shoragat, est-ce que vous souhaiteriez réagir notamment à ce propos? Et donc aussi la manière où vous filmez ces murs, cet espace, cet abri. Quand je filmais, je n'ai pas réfléchi à ça. Mais j'aime bien cette idée. J'aime beaucoup cette idée. Oui, ça peut être un symbole de l'histoire. Ça me fait penser à autre chose quand on parle d'espace. Sevinch, vous sembliez aussi dire qu'il y a comme une sorte de flou entre la frontière entre les militaires et les civils. Vous avez eu ce sentiment-là en visionnant ces images. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi ? Et on rebondira après sur cette notion de frontière autrement. Mais déjà celle-ci, parce que c'est la première réaction en fait que vous avez eue autour de ce flou-là. Qu'est-ce qui vous a fait penser à ça? Yeah, thank you. Merci. Je crois que dans le film, cette distinction entre la vie civile et militaire disparaît lentement. C'est ce qui arrive dans les guerres. C'est pas très clair, mais on voit bien quand sa mère commence à coudre pour les soldats. C'est ce que font les femmes pendant la guerre. Et des soldats qui étaient civils, mais qui, comme ils sont des hommes, se retrouvent mobilisés ou conscrits et sont pris à la guerre. Et on le voit dans le film, ce moment où il y a la voiture qui prend les soldats et il ne veut pas avancer. C'est comme si les soldats ne voulaient pas avancer non plus. Et je crois que c'est un moment très important qui permet de réaliser comment les guerres fonctionnent, même si dans un certain sens, jusqu'à un certain point, il y a une volonté volontaire de rejoindre l'armée, mais c'est quand même avec une structure qui est
qui est préexistante et ça va au-delà de la volonté d'être soldat ou civil. Ça y est, ça marche. Un travail que vous avez vous-même construit en quelque sorte aussi en rapport avec des images. Et je crois qu'il est intéressant pour le public de savoir que vous avez fait de votre côté un film, mais dans une autre perspective, si j'ose dire, comme une autre face, littéralement de l'autre côté de la frontière. Et je crois que dans votre ressenti, vous aviez évoqué dans notre discussion un sentiment de péril, pour reprendre vos termes, et que de cet autre côté-là de la frontière, et depuis derrière votre caméra, vous avez eu ce sentiment très fort de péril. Et vous vous demandiez même si peut-être Soragat avait eu ce sentiment-là dans un autre contexte. Donc on pourrait déjà vous entendre, vous, et puis poser la question à Soragat en perspective. Oui, alors pour donner un peu de contexte au public, je viens d'Azerbaïdjan. C'est le pays qui a été en guerre avec l'Arménie en 2020. Et c'est un pays qui a conquis Artsakh, le Haut-Karabakh l'année passée et qui a forcé la population à partir. Donc je viens d'une position qu'il est important de mentionner ici, mais ça fait aussi 4 ans, je ne peux pas imaginer que ça fait déjà 4 ans, ça sera 4 ans cette année, mais dans la guerre de 2020, ça m'a changé personnellement, mon corps aussi, et c'était la première réaction dans le film, c'est en voyant le film, c'est comment les corps changent avec le temps, et avec l'attente. Et ce que je faisais en 2020, c'était donc ce que j'ai fait. Je suis allée sur la ligne du front du côté azerbaïdjanais avec des amis activistes, féministes et travailleurs sociaux pour aider les femmes à partir. Et aussi, certains de mes amis en Arménie ont fait ça aussi, sont allés au Karabakh et ont apporté de l'aide humanitaire. Donc ma position, je n'étais pas une réalisatrice. J'ai juste pris mon téléphone, même scénario. Et du côté azerbaïdjanais, c'était très, très contrôlé quand on allait au front, à moins qu'on soit un journaliste accrédité par le gouvernement, évidemment. Donc tout était gardé vraiment sous contrôle, mais comme je connaissais les communautés présentes, on m'a laissé entrer et j'ai pu montrer quelques images pour un documentaire, enfin pour documenter certains processus. Mais c'était très difficile de documenter ça parce que même j'étais simplement avec un téléphone, pas une caméra. Je suis invisible dans ce film, techniquement. Certains de mes amis disent qu'on me voit seulement parce qu'on m'entend respirer, mais c'était très volontaire quand j'ai filmé. J'ai choisi d'être invisible parce que quand on arrive dans ce niveau d'impuissance, de sentiment d'impuissance, on commence à ne plus être visible. Mais donc la peur que j'avais, c'est que tout était très contrôlé du côté azerbaïdjanais, donc on pouvait m'éloigner à n'importe quel moment. Donc, et moi, je voulais rester pour aider les femmes, donc je filmais entre deux moments. Et vous, Soragat, est-ce que vous avez eu ce sentiment d'un danger en réalité pendant que vous filmiez, pour une raison ou une autre, une sorte de geste qui impose ou qui implique une sorte de mise en danger? Merci pour cette question. Je peux dire que j'ai vraiment changé dans le processus complètement, dans le processus de filmer. Au début de la guerre, j'étais une fille très romantique, qui parlait à ses amis. Des fois, on se dit, mais de quoi on parlait avant la guerre, de garçons, et maintenant, la vie a complètement changé. J'avais un très très gros fort sentiment de responsabilité
J'avais l'impression que j'avais une grosse pierre sur mon dos parce que je devais faire ce film, quoi qu'il arrive, parce que je comprenais que c'était très important, pas seulement de garder mes souvenirs aussi pour tous ceux qui vivaient des guerres. Et bien sûr, je sentais qu'il y avait un grand danger parce que tout le temps, je ne savais pas si mon frère allait revenir ou pas, rentrer ou pas, si la guerre allait se terminer ou non. Et même pendant la durée de la guerre, on se demandait au début, on pensait que l'Arménie gagnait parce qu'il y avait cette propagande. Et oui, je crois que quand la guerre a lieu, on sent toujours un danger. Mais entre-temps, en même temps, je me suis sentie très puissante. Et je crois que beaucoup de femmes ont senti cette puissance pendant la guerre. Alors, je vais rebondir sur cette phrase parce que ça me fait penser au fait que finalement, on voit très peu de femmes. Les femmes sont quasi absentes dans votre film. Et même votre maman, on l'entend presque plus qu'on ne la voit. Elle est souvent en off. Donc on l'entend dans la cuisine, on l'entend parler, on l'entend bouger, on l'entend vivre, mais en la voyant beaucoup moins que votre père, qui semble être une figure tout à fait centrale. Et en tout cas, dans la toute première partie du film, votre mère est plus absente. Et de manière générale, les quelques images qu'on a de l'extérieur, ce ne sont que des hommes. Et ça m'a fait penser à vous aussi, Sevinch, en tant que chercheuse et activiste féministe que vous revendiquez, en fait, cette approche et ce regard que vous avez. Comment vous abordez le rôle et la place des femmes dans votre travail quand vous pensez, vous écrivez sur ce conflit du Haut-Karabakh. Et n'hésitez pas l'un et l'autre à réagir, bien évidemment, à tout moment, à propos de n'importe quel point qu'on aurait abordé avant de donner la parole au public. Oui, le concept féministe de paix pour le contexte du Haut-Karabakh a émergé pendant le conflit, bien sûr, parce que certains de mes amis activistes ont décidé qu'il n'y avait pas de résistance à ce qui se passait, surtout du côté de l'Azerbaïdjan. Donc c'est comme ça que ça a émergé, mais il y avait déjà une base, il y avait beaucoup de discussions parce que je venais de ces études sur la paix et les conflits. Donc on a échoué clairement avec nos tentatives d'instaurer la paix quand la guerre a commencé. Donc on s'est dit qu'il fallait trouver des alternatives et je pense que l'intervention féministe est une alternative pour nous. Déjà personnellement, ça nous a aidé à tenir cette situation après la paix et ça nous a aidé aussi à politiser cette paix et d'aller au-delà du discours existant prédominant et du discours toujours prédominant parce qu'on entend toujours des conversations qui parlent de négociations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc le discours et la façon dont il présente la paix. Mais pour nous et pour moi, ça va au-delà. L'idée, c'est plus que d'inclure simplement les femmes dans les processus de négociation. C'est quelque chose qui va au-delà. Le féminisme, il faut comprendre le contexte de genre de la guerre, comment les femmes sont affectées et comment les hommes sont affectés ou comment la population queer est affectée par la guerre. Et dans cette dimension, je crois par cette dimension, on a une meilleure possibilité de créer un mouvement mieux connecté, mieux lié, qui va aller au-delà des frontières. Vous souhaiteriez réagir aussi sur cette lecture-là des images du conflit? Peut-être une dernière idée qu'on a discutée également, c'est que là, on voit des images qui expriment l'intimité dans le contexte d'une guerre entre deux nations, deux États post-soviétiques.
Mais l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces États une fois qu'ils sont indépendants, une fois qu'ils ont défini leurs frontières. Parce qu'aujourd'hui, le grand défi, c'est pas seulement où passent les frontières, mais qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ces frontières. Je dis ça parce que suite à la guerre et à la victoire en Azerbaïdjan, d'une part, les tensions entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie persistent parce que l'Azerbaïdjan menace l'Arménie avec une autre guerre encore aujourd'hui, mais aussi parce qu'il y a une répression continue en Azerbaïdjan. Régulièrement, ce qu'il reste de société civile et ce qu'il reste des médias indépendants sont arrêtés, condamnés, mis en prison. Donc, on est en train de démanteler les derniers vestiges de société civile en Azerbaïdjan. Et ça, c'est aussi un sujet qui est en relation avec cette guerre. Absolument, et ça fait écho vraiment au sentiment de péril que vous évoquiez, Sevinç. Est-ce que, Shoragat, vous souhaiteriez ajouter quelque chose avant qu'on donne la parole au public? Yes, thank you. So I want to say that when I started. Oui, merci. Je voulais ajouter le fait que lorsque j'ai commencé à filmer, eh bien, j'ai principalement filmé mon père. Et d'un coup, je me suis rendu compte que, en temps de guerre, ou au moins pendant notre guerre, les hommes avaient besoin de plus de soutien et les femmes devenaient plus fortes. Et la raison pour cela, je pense, c'est parce que traditionnellement, les hommes sont les gardiens du territoire et lorsqu'ils voient leur fils mourir, ils, comment dire, j'en perds mes mots. Les femmes deviennent plus fortes et les femmes se mettent à faire beaucoup de choses importantes, même si elles ne sont pas au front. Certaines même sont au front, mais il y en a qui font la cuisine ou qui sont médecins. Je voulais également dire que le risque d'une nouvelle guerre est très élevé. Nous avons la route de la soie qui traverse l'Arménie. Et maintenant, tout le monde veut un morceau de cette route. L'Azerbaïdjan, la Russie, l'Occident, et même les États-Unis, parce que c'est un raccourci. Et cela peut également permettre l'accès à l'Iran. Pour nous, nous ne voulons pas cet accès parce que cela signifierait la fin de l'Arménie. Ce serait capituler que de donner accès à cette route. Et maintenant, des rumeurs se propagent dans le pays. Les gens prétendent savoir exactement quel jour la guerre va commencer. Et ces rumeurs ne sont que des rumeurs. Personne ne sait avec certitude si la guerre va éclater, mais la situation n'en reste pas moins dangereuse. Les institutions internationales, les peuples, j'espère qu'ils gardent un œil sur la situation parce que ces guerres, si l'on n'en parle pas dans la presse, dans les médias internationaux, eh bien c'est encore pire. Je pense que le moment est venu de vous donner également la parole. Vous êtes invité à vous manifester. Si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à lever la main. Je regarde. Personne. Oui, madame. Je vous en prie. Je crois qu'il y a un micro qui arrive pour vous.
Bonjour et merci, pardon. La seule question que je me pose, c'est si elle et sa famille sont en sécurité. Est-ce qu'ils sont restés encore là-bas? Est-ce qu'ils sont repartis? Qu'est-ce qui s'est passé du coup ces 4 dernières années pour eux? Pour la famille, leur destin. Shoragat, did you hear the question? Yes, thank you. Oui, We're not from Artsakh. We never nous lived there. n'avons jamais My vu mother en has Artsakh. some roots from Artsakh. Ma mère a des racines en Artsakh, mais nous vivons tout près de Yerevan. Donc, relativement à la question du danger qui était soulevée par Madame dans le public, finalement, est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce sentiment de danger n'est pas présent pour vous personnellement au sein de votre famille? Sorry. No, actually, Armenia is very small. L'Arménie, c'est un petit pays. And now, for example, if something starts in Syunik, which is the Si, southern part in par exemple, Armenia, des événements éclatent à Sionik et au sud de l'Arménie, eh bien, cela peut arriver à notre porte en moins de 2 heures. Donc, bien sûr, on se sent toujours en danger. since my childhood, I have this Depuis mon enfance, je me sens en danger finalement parce que j'entends sans cesse que des enfants meurent. Alors même s'il n'y a pas de guerre officiellement, il y a toujours des heurts. Cela fait plus de 30 ans que cela dure, donc cette sensation de danger n'a jamais disparu. On se sent en danger et c'est très stressant. Même aujourd'hui, lorsque je me rends au festival, tout d'un coup, je suis à l'étranger et j'ai un ressenti très étrange. Je regarde les gens et je me demande comment c'est possible de vivre en paix dans l'insouciance. Ils peuvent s'asseoir au soleil en toute insouciance et c'est quelque chose que je ne peux plus comprendre. Parfois, je vois que mon cerveau a changé et je ne me sentirai jamais en paix, vraiment. Est-ce qu'il y aurait une autre question ou intervention du public? Oui, je regarde juste. Oui, monsieur. Merci. Bravo, Shoragat. Le film est magnifique et nécessaire. J'ai une question sur justement le retour sur le contexte politique. Vigen l'a abordé, mais il est assez peu présent. Et on l'entend à certains moments où la maman dit à Pachinian, il a vendu le Karabakh, ou le papa qui critique la corruption des militaires au tout début. Et ma question, on sent Pachinian a soulevé un vent de nouveautés et de changements dans l'Arménie qui était espéré par la société. Et la guerre, elle a profondément fracturé cette vague de changements. Et on sent la société arménienne fracturée et avec des manifestations continuelles des familles de soldats qui sont morts ou qui sont revenus mutilés, etc. Comment Shoragat, comme une jeune génération impliquée, voit justement la société arménienne maintenant et cette capacité d'avancer malgré tout? Viken, Shoragat, ou Sevinch, vous souhaitez réagir à cette observation? Donc très rapidement, oui, bien sûr. Donc l'Arménie a vécu une révolution de voleurs en 2018, révolution non violente, qui a renversé l'ancien régime et qui a suscité plein d'espoir. 2 ans plus tard, c'est la guerre, c'est la défaite. Mais il faut aussi souligner que malgré cette défaite, malgré une grande défaite pour l'Arménie, malgré
le fait que même Karabakh a été attaqué l'année passée, on a vécu un nettoyage ethnique. Donc, Pachinian, le leader de la révolution, il a organisé des élections après la guerre et en 2021, il a gagné encore une fois. Donc, l'opinion publique en Arménie soutient malgré tout les promesses de la révolution. Soutient surtout Pachinian parce qu'ils ne veulent pas le retour de l'ancien régime, mais en même temps, c'est évident que les promesses de la révolution et l'énergie accumulée qui voulait moderniser, démocratiser l'Arménie, aujourd'hui est devant beaucoup des obstacles. Merci, merci Viken. D'autres réactions? On a encore du temps. Shoragat, pardon. Shoragat, et ensuite j'ai vu 2 mains se lever, mais on vous écoute d'abord. Yes, thank you. I wanted to react to this question. Oui, je voulais réagir à cette question. Je me souviens plus de cela vraiment, mais cette partie où mon père a dit que l'armée était corrompue, mais je me souviens de ce que ma mère a dit. Ce que je peux vous dire, c'est que cette partie du monde où se trouve l'Arménie, c'est une région très complexe. Most silent government that they are like doing everything for the country. Et même si le gouvernement faisait absolument tout pour le pays, s'ils sacrifiaient leur vie pour le pays, pour la nation, je pense que les choses seraient toujours difficiles pour nous, parce que ce qui se passe, c'est quelque chose qui est hors de notre contrôle. C'est un jeu à plus grande échelle, ce qui se passe. Donc, qu'on le veuille ou non, nous sommes des pions sur l'échiquier. Et pour moi, je pense qu'il y a également la question de la responsabilité des institutions et des peuples. Merci, Shoragat. Sevinch? Merci, Shoragat. Oui, je suis complètement d'accord. Cette petite région, c'est une région à fort enjeu, avec beaucoup d'enjeux géopolitiques. Lorsque l'on regarde les différentes situations possibles, l'incertitude en Arménie et en parallèle avec le nationalisme azerbaïdjanais qui leur donne l'impression qu'ils ont le droit de demander plus, de revendiquer plus. Et je pense que cette dynamique va s'accentuer à l'avenir. Je voulais également dire que cette incertitude, c'est quelque chose qui est abordé par certains de mes collègues en Arménie. Le 8 mars, nous avons formulé une déclaration conjointe avec d'autres féministes d'Azerbaïdjan et d'Arménie pour parler de ce parallèle. Alors, bien sûr, ce n'est pas un parallèle équilibré, hein. Il y a un déséquilibre de pouvoir, mais cela nuit à l'imagination d'un avenir possible pour la région. Il y a Madame et Monsieur. Nous avons 2 questions. Ma question porte sur le petit résumé qu'il y a eu à la fin du film, très court, sur les forces de maintien de la paix de la Russie, qui semble n'avoir pas été très efficace, puisque, si j'ai bien compris, 100 000 personnes arméniennes du Haut-Karabakh ont dû évacuer et se rapatrier en Arménie. Donc, comment se fait-il que l'Arménie ait fait appel aux Russes et non pas au Conseil de sécurité de l'ONU pour protéger sa population, d'une part? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a eu, ça ressemble à un nettoyage ethnique, nous sommes dans le festival du film des droits de l'homme, est-ce qu'il y a eu des plaintes de l'Arménie devant la Cour pénale internationale? Répond d'abord. Donc oui, évidemment, les militaires russes, ils ont laissé faire. Apparemment, il y avait même des accords entre Moscou et Bakou.
avant l'opération. Donc les militaires russes qui étaient là pour la sécurité du population arménienne du Karabakh, ils n'ont pas réagi. Ils ont abandonné leur poste au 19 septembre quand l'attaque a eu lieu. Mais déjà avant, il y avait des signaux que les soldats russes ils sont pas capables ou ils n'ont pas les ordres de Moscou pour réagir. Donc quand l'Azerbaïdjan a attaqué l'Arménie même en septembre 2022, il n'y avait pas de réaction de la part de la Russie. Donc là c'est évident. Par rapport à votre deuxième question, oui, il y a des plaintes devant les tribunaux internationaux de la part de l'Arménie. Mais en même temps, il y a aussi des menaces d'une guerre future qui vient de l'Azerbaïdjan. Donc la position de l'Arménie est très très fragile en ce moment. Pour compléter ce que vous disiez, Viken, une procédure est en cours devant la Cour internationale de justice qui se prononce donc sur la responsabilité des États. Et l'Arménie n'était pas un État parti au statut de Rome, qui est le traité fondateur de la Cour pénale internationale, pour répondre, donc qui est une autre juridiction que la Cour internationale de justice. La Cour pénale internationale se prononce sur la responsabilité pénale d'individus et non pas d'État. Et une procédure ne pouvait pas être ouverte jusqu'à présent, les États concernés n'étant pas signataires et membres du statut de Rome, qui est un traité, donc on ne peut l'imposer à aucun État. Mais l'Arménie vient de faire une demande de ratification du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Donc l'affaire est à suivre. Il serait intéressant de voir comment, du point de vue juridique et judiciaire, il serait possible de se saisir, évidemment, notamment du nettoyage ethnique auquel vous faisiez référence, bien sûr. Bien sûr. Alors il y avait Madame. Oui, bonsoir. Et ensuite Monsieur. Je crois qu'il nous reste... So we have... Bonsoir, merci beaucoup pour cette opportunité pour poser quelques questions. Je voudrais adresser ma question à Sevinch en anglais, s'il vous plaît. Dans votre expérience, comment est-ce que la perspective féministe peut contribuer à un processus de paix et à la réflexion, quelle est la réflexion des femmes d'Azerbaïdjan sur le pays? Moi, je suis arménienne ethniquement. Et nous savons notre éducation et nos valeurs, et j'aimerais connaître les vôtres. Merci pour la question. Si j'ai bien compris, quels sont comment est-ce que les femmes azerbaïdjanaises peuvent s'adresser aux femmes arméniennes? Très très bonne question. Donc l'un des éléments de la résistance féministe est de trouver ces liens. Et nous, en tant que femmes azerbaïdjanaises et arméniennes, on a beaucoup plus en commun que quiconque quand il s'agit de parler des dangers, des conflits, de la guerre. Et je crois que les liens, c'est aussi le patriarcat, comment ça fonctionne dans nos régions. Par exemple, nous avions un projet où nous demandions une sorte de MeToo pour le Caucase du Sud. On demandait aux histoires qui étaient en relation avec le harcèlement sexuel. Et franchement, il n'y avait pas de distinction entre l'Arménie ou l'Azerbaïdjan. On ne savait pas quelle histoire venait d'où. Donc on voit que nos problèmes qui sont liés vraiment avec le patriarcat dans nos régions, c'est des problèmes très similaires. Donc c'est un point de liaison. Il y en a d'autres. Je crois que le problème pour la communication, c'est le manque. On peut parler de société civile en Azerbaïdjan. On l'a déjà dit, il y a très peu de société civile. Elle est très réprimée en Azerbaïdjan. Donc il y a très peu de possibilités à l'intérieur du pays. Et c'est encore plus difficile d'aller à l'extérieur du pays. Mais on fait ça d'une façon peut-être pas aussi massive qu'on pourrait, mais on peut continuer à avoir des liens à travers 10, 20, 30 personnes. Donc on a des réseaux.
Et on se pose aussi des questions sur nos ressources et aux tactiques qu'on peut choisir. On est en processus, donc il y a des choses qu'on ne peut pas non plus prédire, comme Shoragat l'a mentionné. On entend parler d'une autre guerre qui commencerait, mais on ne sait pas si ça va commencer ou pas. On est en train de suivre l'agenda politique, mais on ne sait pas ce qui nous attend. Donc quelle devrait être notre tactique pour empêcher une nouvelle guerre? Ça, c'est une des grandes questions et je crois que c'est une chose qu'on discute. Merci. Je suis désolée concernant les bonnes manières, mais je voudrais adresser et dire un petit message à Shoragat, en arménien. Shoragat, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք ստեղծել եք itens լավ film. Ես itens իմ կյանքում մեջ չգիտեմ հայկական ընտանիք, ով դժվարություն չունեն այս կյանքում։ Սաղս ունենք դժվարությունը։ Ուզում եմ ասեմ, որ ես հասկանում եմ ձեր ցավը։ Ես չեմ սիրի ասեմ, որ ես ցավացում եմ։ Ես հասկանում եմ ամեն ընտանիքս բանում անցել ենք մեր կյանքում։ Ուզում եմ որ դուք ուժեղ լինեք, առողջություն եմ ձեզ ցանկանում, ուզում եմ որ դուք նայեք հայլի, էփոնայում եք հայլի, հիշում եք ձեր աղբորը, ինչեղ ես ամեն օր նայում եմ, հիշում եմ իմ հորը, ես շատ ձեզ հասկանում եմ, դուք միք մտածեք, ես ծնվել եմ մեծացել եմ Ռուսաստան, Je traduis, je résumerai en Après, quelques je vais mots le résumer un propos petit de... peu, oui, bien sûr, en français aussi. Non, mais je le ferai si c'est OK Non. pour vous. Comme ça, on peut donner, parce qu'on a un temps limité. J'aimerais vraiment sais. pouvoir donner la parole aussi à la personne qui s'est manifestée. Mais je vous en prie. Oui, bien sûr. Et ուզում եմ ասեմ, որ դուք ցանկանում եմ ձեզ առողջություն, ծովից ծով Հայաստան չկա, բայց մենք իստեղ նայում ենք սարեր, Հայաստանել մեջ կա սար, մենք սարերի մեջ կարանք մեր հայությունը գտնել։ Կարևորը մենք մեր ընտանիքի մեջ դավաճանություն չունենանք, էփո գնում ենք դուս, խոսում ենք, օր չխորանք հասկանում եք, ես ձեզ չեմ ասում, մեր հայկական կոմունիտեին ասում եմ, մեր Հայաստանում մեջ, Սփյուռքի մեջ, ցանկանում եմ մեզ, որ մենք սաղս փոխվենք, սկսվեց ամեն մարդկու, ընտանիքի մեջ, հետո մեր ընկերներու մեջ, merci. Merci beaucoup. Je crois que c'était important pour... Je dis deux mots en français, Shoragat, et peut-être qu'après vous souhaiteriez réagir, parce qu'il n'y a pas de traduction depuis l'arménien. Pour le public, c'était un très beau témoignage de combien le travail et les images de Shoragat traversent en quelque sorte toutes les familles arméniennes, d'où elles viennent, puisque Madame est arménienne de Russie. Donc, une fois encore, c'est les questions de frontières et de diaspora, en fait, font partie de cette histoire de souffrance et de douleur, comme vous avez dit. Et voilà, c'était un témoignage de... Oui, absolument. Et que dire d'autre? Vous avez dit énormément de choses, mais qui sont, je pense, traduites au travers de ces quelques phrases et de ce témoignage transfrontalier en réalité. Et voilà, elle parlait de l'écho que ça pouvait avoir pour d'autres et dans le cœur des autres, au-delà de l'Arménie et de l'Artsakh, mais qui partagent cette histoire commune. Absolument. Merci beaucoup. Ah, pardon, Shoragat, peut-être vous vouliez réagir aussi à l'intervention de Madame, excusez-moi.
I just said that I hug her. Voilà, le cœur qui parle. Je pense qu'il y avait une personne d'abord avant vous, monsieur, me semble-t-il. Dites-moi si je me trompe. Non, alors monsieur, et ensuite je crois qu'il y a une autre main qui s'est levée par là. On a encore quelques minutes, je vous en prie. Oui, alors bonsoir. On a parlé de différents acteurs, on a parlé de la Russie, on a parlé de l'Azerbaïdjan évidemment. Moi, il y a un autre acteur que je pense je serais intéressé en tout cas de vous entendre, je dirais peu importe qui est aussi un voisin, qui a un passé historique assez riche avec l'Arménie, c'est la Turquie. On sait que la Turquie a joué un rôle aussi dans ses premières guerres éclairs. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce voisin-là? Et puis qu'est-ce que l'Arménie, puisqu'on l'a évoqué à des enjeux qui la dépassent, qu'est-ce qu'elle peut espérer aussi par rapport à ce voisin? Merci beaucoup de cette question parce que je me disais que le grand absent de nos échanges, c'est la Turquie et j'allais d'ailleurs proposer d'en parler, donc merci. Monsieur, vous disiez qu'elle est porteuse d'une histoire très riche en lien avec l'Arménie, c'est un joli euphémisme. Qui souhaite réagir, peut-être chacune d'entre vous, mais je vais d'abord m'adresser à Viken qui a beaucoup travaillé là-dessus et n'hésitez pas, Sevinch et Shoragat, évidemment à réagir également. Oui, pas seulement j'ai travaillé sur le sujet, mais on était aussi ensemble sur ici même au FIFDH 2015. C'était un autre contexte. Comme si on était sur une autre planète, n'est-ce pas? À l'époque, on a pensé que 100 ans après le génocide, avec une conscience morale et politique internationale, quand le président de l'Allemagne finalement disait que oui, c'était un génocide, mais aussi l'Allemagne a une responsabilité directe dans ces actes. Et ensuite, quelques années plus tard, le monde a complètement basculé, et là on voit que la Turquie, en 2020, a participé directement avec ses généraux, avec ses officiers, avec ses forces aériennes dans une guerre contre l'Arménie et les Arméniens. Donc, et là, pour moi, c'était l'élément le plus important au niveau international, pas pour ce petit morceau de bout de montagne qui est l'Arménie et le Karabakh et l'Azerbaïdjan, mais au niveau mondial. Imaginez un pays qui a déjà commis un génocide, revient 100 ans plus tard pour continuer, mais aussi ses dirigeants, ils faisaient des références au génocide. Donc pour moi, c'était révoltant, c'était au niveau existentiel insupportable. Pour finir le travail, on a pu entendre ça, hein, il faut finir le travail. Le président de la Turquie qui a prononcé ces mots. Donc, et là, on voit que, si vous voulez, j'ai le sentiment, avec les menaces d'une guerre nucléaire qui vient de M. Poutine, avec Israël qui est accusé d'un génocide, on est comme si on est en train de retomber dans une deuxième vague des génocides et que nous, l'humanité, avec nos instances internationaux, on n'a rien appris du XXe siècle. On n'a pas les instruments pour nous protéger, pour protéger l'humanité contre des dangers du type génocidaire. Et c'est ça qui fait peur à tous les petits qui ne sont pas protégés. Peut-être les grands pays, les grands empires, ils ont les moyens de jeter quelques centaines de milliers de leurs soldats dans le feu, mais l'existence des petits est menacée. On était aussi ici il y a 2 ans en arrière où on a parlé de Yézidis, donc le génocide des Yézidis par Daesh. Et là, aujourd'hui, c'est pas un groupe extrémiste qui est en train de commettre des génocides, mais des États. Et là, ça fait peur, absolument. Oui, la Turquie est absolument présente dans cette histoire. Présente, active, soutenante à tout point de vue, politiquement, financièrement, militairement, et puis dans le narrative, dans le discours absolument explicite de la répétition de la disparition nécessaire des Arméniens, Arméniennes. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de... Vous avez utilisé un euphémisme, mais il n'y a pas d'euphémisme dans le discours politique d'Erdogan. Je veux dire, les choses sont très clairement et explicitement dites. Donc, peut-être laissons, parce que je sais qu'on va devoir libérer la salle, malheureusement, mais laissons peut-être Sevinch et Shoragat, si elles le souhaitent, réagir à cette question de la place et du rôle de la Turquie
dans cette configuration géopolitique, notamment. Shoragat, vous souhaitez réagir? Pendant que Vikahen parlait, je me disais, mais comment est-ce qu'ils réussissent à rester dans l'ombre en participant à cette guerre? Mais moi, j'oublie d'en parler. J'aimerais dire quelque chose d'autre. J'aimerais dire que je crois qu'une heure de discussion, de parler avec le public qui nous écoute, malheureusement, je ne peux pas vous voir, mais vous voyez mon visage et je crois que peut-être une heure de discussion, c'est assez pour que vous vous souveniez de mon visage et aussi de vous souvenir de ma famille à travers le film. Et je sais quand il y a des guerres qui ont lieu très loin, on a l'impression que c'est comme un dessin animé, et puis 2 secondes après avoir lu là-dessus, on oublie ce qui s'est passé, on a l'impression que ce n'est pas des gens réels qui meurent là-bas. Mais s'il vous plaît, s'il se passe quelque chose de terrible, j'espère que ça n'aurait pas lieu, souvenez-vous de mon visage et souvenez-vous que peut-être je vais mourir et que ça va vous permettre de garder votre attention sur l'Arménie.